Bon lundi, vous êtes avec Priscilla Audet dans Déprogrammer, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Et là, t'entends Sultan of Swing, une chanson qui fait du sens pour moi parce que savais-tu qu'elle a été composée surtout par le but de faire ce que t'aimes. Leur but, c'était pas d'être connu, d'être célèbre, c'est vraiment l'énergie de la chanson, c'est faire ça parce que tu aimes ça et non parce que tu veux être célèbre. Quelle belle énergie! Alors, sur cette belle note de musique, je t'annonce aujourd'hui que c'est un show qui n'est pas piqué des verres. Alors, aujourd'hui, dans Déprogrammer, mon nom est Priscilla Audet. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres aujourd'hui. J'ai des super invités. Après le show que tu vas avoir écouté aujourd'hui ou le balado, si c'était en rediffusion, tu vas te sentir plus informé, peut-être sous le choc un peu, mais aussi plus détendu. Et ça se peut que tu aies le goût de t'acheter un chien. Bon, pourquoi tu me dis ça? Plus tard dans l'émission, je vais recevoir Sophie Véronneau, la propriétaire de la compagnie SoComplice, qui est une comportementaliste animale. Mais attention, elle fait de la communication animale. Pourquoi je chuchote? C'est parce qu'elle va parler avec ton chien. Oui, oui, oui. Je me balance, si tu ne me le crois pas, parce que moi, ça change des vies et ça a changé la mienne. J'ai vécu l'expérience comme des centaines d'autres personnes. Même Vanessa Pilon a été une de ses clientes aussi. Elle a eu une lecture, une communication animale. Moi, mon but dans la vie, là, c'est juste que tu ailles bien. Puis pour bien aller, il faut que tu te connaisses. Puis t'aider à travers la communication animale, ça peut t'aider. Mais il faut aussi que tu connaisses tes finances. Premier invité aujourd'hui, vous connaissez, j'ai la chance d'avoir mon spécialiste de Bitcoin, de crypto-monnaie, mais qui a beaucoup plus que ça. Julien Mboni, qui est président de maintenant Adopto, anciennement ValéoX. C'est un service de Bitcoin avec lesquels, bien sûr, je fais affaire parce que les gens que je vous conseille restent des gens que je fais confiance. Spécialiste en stratégie des affaires sur les actifs numériques aussi. Et là, le sujet aujourd'hui qu'on arrive en ce moment, en date du 9 mars 2026, que se passe-t-il avec nos placements en temps de guerre? Comment et vers où se déplace la richesse? C'est un sujet qui n'est pas le fun à parler, mais qu'on n'a pas le choix. Il ne se dit pas économiste, oh que non, mais il se dit très intéressé à partager sa vision de ce qui se passe en ce moment. Je vous présente Julien. Merci d'être avec nous en ondes. Merci beaucoup de l'invitation. C'est pas un sujet qui est doux et facile, puis on a besoin d'en entendre parler parce qu'il faut être informé. Tout le monde a des placements ou veut avoir des placements. On se tourne vers qui? On a des conseillers et tout ça, mais je pense que c'est toujours important d'aller chercher plusieurs versions, plusieurs connaissances. L'information, tu me le dis souvent, on est trop bombardé d'informations, même qu'on ne sait plus vers où se nourrir parce que tout le monde tire la couverte avec leur idéologie. Oui. Alors, parle-moi plus en profondeur de ce que tu nous amènes en ce matin comme chronique et comme sujet. Oui, en fait, tout le monde a des placements, même ceux qui n'ont peut-être pas des placements directs. On a le bas de laine des Québécois avec la Caisse de dépôt et de placement. Des placements, ça peut-être juste être ton compte épargne à la banque, à la caisse? Oui, mais il y a aussi les placements qu'on a. Donc, les Québécois, on a les placements au niveau de la Caisse de dépôt et placement au Québec. Il y a les retraites, les fonds de retraite. Donc, veut pas, là, tout le monde est exposé avec qu'est-ce qui se passe dans le contexte mondial. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une situation de guerre qui commence à avoir une escalade à ce niveau-là. On espère en fait que ça soit résolu assez rapidement. Mais des situations comme ça amènent non seulement de l'anxiété auprès donc, des investisseurs, mais amènent aussi une fuite des capitaux. Donc, les capitaux vont se mettre à bouger. Alors, la guerre qu'on voit actuellement entre donc, l'Iran, les États-Unis et Israël, ce qu'on remarque, sans rentrer trop dans la politique, ce qu'on remarque en fait, c'est que Dubaï, donc les Émirats arabes unis, là, qui pendant les 10 dernières années s'étaient fait vraiment une réputation au niveau touristique, puis aussi ils ont attiré beaucoup de fonds internationaux. Donc, il y avait beaucoup de richesses qui commençaient à mettre leur argent, notamment à Dubaï, parce que, au niveau fiscal, ils ont baissé, ils ont rendu ça vraiment attractif. C'était rendu pratiquement, on va dire, un paradis fiscal, si je peux dire. Et même aussi, ça allait plus loin, ça allait aussi même pour les petits entrepreneurs. On pense notamment aux influenceurs qui
qui se retrouvaient à Dubaï. Donc, les gens qui avaient des travails 100% à distance, mais beaucoup allaient là-bas parce que aussi le point géographique est, est bien fait là, pour que tu puisses aller un peu partout dans le monde de Dubaï. Mais là, en quelques jours, littéralement, tout ça vient de tomber. Vraiment. Là. Des gens riaient de ça sur les médias sociaux, mais ils voyaient que les prix des hôtels avaient complètement chuté. Donc, les gens vraiment ne veulent plus aller là. Puis aussi, on assiste à une fuite des capitaux. Mais ces capitaux-là vont vers où? Donc, dans le monde entier, ce qu'on remarque, c'est que tu as tout le temps des hubs. Des hubs, c'est quoi? Donc, c'est des endroits où que les grandes fortunes veulent mettre leur argent, veulent parquer leur argent. Parce que Les grandes fortunes, est-ce que c'est aussi des individus ou c'est plutôt des compagnies? C'est des compagnies, c'est des gros conglomérats, c'est des sociétés publiques. On parle-tu, mettons, de Hershey? On parle-tu de PepsiCo-là? On parle-tu de... Là, c'est sûr que la fameuse, les réseaux sociaux, là, la théorie là, de BlackRock en mars qui ont limité les gens, ils voulaient sortir leur argent de là. Ils disaient des investisseurs, des fonds plus privés, ils ont voulu sortir 9,3 puis ils ont dit non, c'est limité à 5 Oui. Mais c'est pas moi, puis mettons mon placement que j'appelle ma conseillère, là, je veux sortir tout mon argent. Non, c'est pas à notre niveau à nous. Donc, c'est à un plus haut niveau. Alors, ce sont des gens qui ont des millions, des milliards qui veulent les sortir, puis eux, ils veulent le faire hier. Donc, ils veulent le faire vraiment rapidement. Ils vont le mettre où? C'est ça Bien, c'est ça. Donc, en ce moment, le hub de Dubaï, si on prend l'hypothèse, il y a beaucoup de fluides de capitaux. Où est-ce que ça s'en va en ce moment? Mais ça s'en va vers Hong Kong et Singapour, qui historiquement aussi, depuis plusieurs années, ce sont déjà des hubs que les gens connaissent, un peu comme la Suisse. Donc, en Suisse, c'est un endroit que, au fil des années, même quand il y a eu des moments d'instabilité économique ou même de guerre, mais les grandes fortunes étaient prêtes à aller parquer leur argent là parce qu'ils se disaient, mais la Suisse ne sera pas attaquée. C'est des pays que, historiquement, n'ont pas été attaqués nécessairement. Parce que ces grandes richesses qu'ils veulent, c'est de la stabilité. Ils ne sont pas en mode de je veux générer nécessairement plus d'argent, c'est qu'ils veulent préserver leur capital. Donc, toute source d'instabilité ou de stress ou d'incertitude, ce n'est pas bon du tout. Donc, c'est ce qu'on remarque qui se passe en ce moment. Puis, pour venir avec ton point sur BlackRock, mais cette nouvelle-là donne un signal au marché qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ils ont mis des règles que les fonds ne peuvent pas retirer jusqu'à 10% de leur... donc, si tu avais 100 000 de placer là-dedans, tu ne pourrais pas retirer plus de 10 000 de la fois. Mais là, ils ont limité ça à 5%. Mais ça veut dire qu'ils ont trop de demandes de retrait. Et vu que c'est le fonds en particulier dans un marché qui n'est pas nécessairement liquide, donc qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le marché. Donc, si tout le monde se met à vendre, ça vient baisser la valeur de ce marché-là. Dans le fond, l'argent... C'est la raison pour laquelle ils ont mis cette mesure-là. C'est comme un peu le poker les gens bluffent, si je ne me trompe pas, parce que si on a tous, exemple, hypothétiquement, on est 50, on a tous 250 000, puis que les 50 personnes, on veut sortir le 250 000, ah ben non, il y en a juste 900, là, vous ne pouvez pas. Ah, fait que dans le fond, on a de l'argent effectif. C'est un peu plus compliqué que ça. Comment je pourrais le dire? Parce qu'il y a plusieurs points à ce que tu dis, mais notamment, en fait, c'est que quand tu places de l'argent, par exemple, à la banque, mais tu sais, la banque va utiliser cet argent-là pour faire de l'argent, donc investir ailleurs. Donc, c'est pour ça que souvent, on dit tout le monde qui a des placements à la banque ne peut pas tout le monde en même temps venir retirer. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'immobilier, il va avoir une grande valeur monétaire. Ouais. Mais il ne peut pas demain matin s'investir dans un grand projet parce qu'il n'y a pas la liquidité, exact. Mais il y a la valeur. Ce n'est pas liquide, donc. Et puis, pour liquider ces actifs-là, mais ça va prendre du temps. Et si tout le monde le fait en même temps, mais la valeur de ce marché-là baisse. Donc, le 200 000 que tu voulais retirer, finalement, ne vaut peut-être plus le 200 000 à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour apaiser un peu peut-être les craintes, puis justement de réaliser que ce qui se passe, c'est comme plate, mais normal. Puis on ne perdra pas tout nécessairement. Là. Non, en fait, il faut voir le jeu politique, puis toute la guerre qu'il y a en ce moment. Il y a peut-être une lueur d'espoir. Je vais l'expliquer ainsi. Donc, dans la catastrophe qu'on voit actuellement, où que, les bourses mondiales sont en chute, donc, pourquoi en fait sont en chute libre? C'est que vous avez la source d'énergie du monde entier qui est le pétrole. Puis, le détroit d'Ormuz, c'est donc dans le golfe du Pacifique, qui est entouré par 8 pays. Donc, qui sont notamment l'Arabie saoudite, l'Iran, le Bahreïn, les États arabes unis. Donc,
tous ces pays-là, c'est des gros producteurs de pétrole. C'est 20% de la production mondiale, donc de pétrole. Alors, puis vous avez le détroit d'Ormuz, c'est comme un genre de canal, donc la fin du Golfe. On ne peut plus vraiment le prendre. Là. C'est ça. Donc, ils ont fait le blocage de ces niveaux-là, où vous avez une certaine poignée de main de bateaux qui peuvent passer. Mais ça, évidemment, ça a un impact direct sur le prix à la pompe du pétrole, parce que, comme je dis, c'est 20% de la production de pétrole mondiale. Et quand on regarde au niveau en Asie, c'est même pire. Donc, 80% de la consommation de pétrole d'Asie provient du Golfe du Pacifique, donc de ces pays-là. Alors là-bas, les bourses, là, que ce soit les bourses coréennes ou même japonaises, sont en plus grande chute. Et là, tu viens de dire que l'argent de eux, là, qui ont voulu déplacer leurs fonds, vont aller se réfugier dans ces pays-là, mais finalement, ils se sont nuits. Singapour, non, c'est qu'il y a des endroits quand même que c'est, même si on vient de dire la bourse a chuté de ce point-là, mais c'est des endroits que les gens sont prêts à parquer leur argent. Donc, la situation actuelle, où que je parle de la lueur d'espoir, c'est que le prix du pétrole devient un checkpoint. Ça devient pour notamment les États-Unis un signal que cette guerre-là ne peut pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que c'est un impact direct à sa population qui n'est pas nécessairement favorable à la guerre qui gagne ou qui perd, peu importe, c'est que la maintenir. Il faut qu'il trouve une porte de sortie assez vite. Donc, ça ne peut pas être un Irak 2.0, ça ne peut pas être une guerre qui dure plusieurs années, sinon ça va avoir des effets catastrophiques, notamment au niveau des États-Unis. Donc, il va y avoir l'inflation, donc ça va vraiment partir. Je pense que le prix du pétrole là-bas s'est rendu, il y a des endroits que c'est 8 $ le gallon. Donc, ça a vraiment explosé et ça ne peut pas durer longtemps. Puis même, tu le vois aussi dans les tweets du président Trump, tu vois qu'il essaie de le dire, non, il y a un petit prix à payer, mais je pense qu'il y a une lueur d'espoir qu'ils vont essayer par tous les moyens, je l'espère, de trouver une porte de sortie. Donc, ça ne peut pas durer plusieurs mois. Plus tard, après ta chronique, je vais parler de quelque chose qui est déjà arrivé en 1993 avec le collectif. Quand on peut penser que les humains ensemble, si on se met à penser positif, il peut arriver des choses qui sont peut-être plus bénéfiques. Alors, pour la suite, toi, exemple, dans ton domaine en ce moment, comment tu gères ça avec ta clientèle? Clairement, tu sais, moi, j'accède, je regarde mes affaires. Ouais. Bon, j'ai été chanceuse parce que faut comprendre que le Bitcoin, même si je ne connais pas ça, c'est normal que ça descende. C'est pas la même chose qu'acheter de l'or, exemple. Fait que tu le sais que dans 5 ans, tu peux avoir 400% de plus. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas... C'est que c'est un nouveau marché qui est en effervescence. Puis, donc, selon moi, ça c'est mon opinion personnelle, le Bitcoin est une valeur refuge. C'est juste que ça va prendre du temps pour les gens de faire cette transition. Pourquoi? Parce que dans des situations de guerre comme en ce moment, je vous ai parlé des fuites des capitaux. Alors, quelqu'un qui a de l'argent, c'est plus facile pour lui de bouger d'un hub à un autre en le mettant en Bitcoin. Mais oui. Parce que là, il demande les retraits de retirer à la banque, mais vu qu'il y a trop de demandes de retrait de la banque, les délais sont plus longs. Et aussi, ils vont demander beaucoup plus de restrictions. Donc, ça veut dire que si toi, tu avais de l'argent de placer dans cette banque-là, puis tu veux le faire transférer dans une autre banque, la banque pourrait même refuser, là, dire oh, peut-être cette banque dans un autre pays, elle est sanctionnée, des choses comme ça. Donc, dans des situations de même d'incertitude, les gens veulent avoir un contrôle immédiat sur leurs fonds. Donc, c'est pour ça que vous avez notamment l'or, et l'argent qui vont prendre de la valeur. Et petit à petit, mais vous voyez le Bitcoin qui n'a pas nécessairement bonne presse immédiat, mais quand même, quand on regarde les pourcentages, que ce soit des grandes fortunes ou de l'adoption, de plus en plus, les gens commencent à comprendre sa proposition de valeur. J'ai un actif ici que je ne peux pas me faire saisir. Tu as plus de contrôle. Que je peux téléporter à travers le monde. Donc, si j'ai à bouger demain matin en situation de crise, mais j'ai de l'argent en Bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie que c'est un peu plus sûr, mais je suis déjà mieux nécessairement que quelqu'un qui doit aller se mettre à liquider ses actifs là, dans différentes juridictions. C'est justement, je pense que les gens comprennent. Les gens qui connaissent un peu ça, je pense qu'ils vont plus être je vais acheter plus quand ça ne coûte pas cher que je veux tout sortir, j'ai peur. Les investisseurs avisés, oui. Dans des situations comme celle-ci, évidemment, il ne faut pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion.
Dans les temps de même, on peut avoir très, très peur. Surtout que c'est quand même assez particulier qu'une guerre comme celle-ci arrive, alors que quand on regarde les différentes places boursières, mais tout est à son plus haut historique quand on regarde. Donc, ça peut amener les gens à être tentés de se dire hey, mais c'est sûr que la bourse va chuter, je me mets à tout liquider. Ça, c'est propre à chacun, ce qu'ils ont à faire là-dessus. Nous, ce qu'on a vu au niveau de notre entreprise, au niveau des transactions, c'est que dans les dernières semaines, il y a beaucoup de transactions de gens qui se mettent à acheter. Donc, c'est ces gens qui se disaient, j'ai manqué le bateau quand le Bitcoin était monté jusqu'à 100 000. Puis là, maintenant, ils sont comme, OK, là, si je commence à être confortable de voir ce prix-là à ce prix, pour le long terme. C'est toujours des visées long terme. Évidemment, il n'y a pas de conseil financier à dire. Je peux pas, personne n'a de boule de cristal ne peut pas vous dire à quel prix ça va aller, mais si on regarde un peu l'adoption de ces technologies, puis aussi sa place dans l'économie mondiale, mais le Bitcoin, oui, commence à prendre une très grande place là, par rapport à cela. Alors, côté justement pour apaiser le côté anxiogène, là, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe, mais on peut contrôler comment on réagit. Fait que là, toi, mettons, dans tes amis, les conversations que tu as, quel genre de conseils tu donnes? Parce que je sais que toi, tu es un homme qui ne donne pas des conseils seulement en vue de vendre tes produits. Tu es très, très, très généraliste, tu es très généreux. Quel genre de discussion que ça pourrait t'apporter, un tour de table, un souper de chum de gars? Vous parliez de quoi? Quel sujet pour toi qui serait crucial à aborder en ce moment? Je pense que c'est important pour les gens d'être informés sur ce qui se passe. Mais c'est aussi important, comme tu l'as dit, de se protéger. Donc, il y a les deux. Tu veux être informé, donc on ne peut pas fermer les yeux et dire que la situation actuelle n'a pas d'impact sur nous. C'est sûr que je crois que tout ce qui est de la stabilité mondiale est en train de changer. On le voit, hein, c'est comme en accélération. Donc, tout est en train de changer, là, les pions partout. Et c'est important d'en être informé pour ultimement prendre des meilleures décisions si on a à faire. Mais en même temps, on ne peut pas aller trop dedans parce que ça peut devenir dépressif aussi. Là. Ça peut nous rendre dépressifs à être regarder ça tous les jours, les nouvelles, voir les bombardements. Ça a un impact sur nous. Donc, il faut que les gens aussi arrivent à se protéger puis arrivent à faire fi du bruit. Ça, c'est très difficile quand tout le monde a un travail, on avance, on est submergé, les enfants et tout ça, mais il faut souvent arriver à faire fi du bruit là, dans ces situations-là, mais il faut quand même aussi être informé parce que ça a un impact sur nous. Un outil que je parle parce que je reçois souvent des invités, on parle souvent du livre de Vadim Zeland, qui est le trend surfing, qui n'est pas donné à tous d'apprécier ce genre de contenu-là, mais on parle de la théorie du pendule. Puis, dans plein de théories, peu importe les mots qu'on utilise, ça revient un peu au même. Moi, la théorie la plus facile que j'ai, c'est quand tu t'en vas en auto, si tu veux prendre la courbe, tu regardes dans le fond de la courbe, tu ne regardes pas les arbres parce que c'est sûr, tu vas rentrer dans l'arbre. Fait que ça revient un peu à ça. Les arbres sont là, je les vois, OK, ils sont dangereux. Si je perds un peu le contrôle de ma voiture, je percute un arbre, danger de mort. Mais tu sais, en ce moment, je sais ce qu'on vit, c'est qu'est-ce que les autres vivent, parce que nous, on est quand même chanceux. On ne peut pas le nier, mais on n'est pas obligé de mettre notre attention dessus. Et l'effet du pendule, c'est plus que tu vas donner d'importance à quelque chose, plus que le retour va être important. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas dit que c'était facile, par exemple. Non, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, mais en même temps, c'est comme, on se lâche les épaules, lâcher prise. On est tous dans le même bateau. Puis justement, je pense que ça revient un peu à l'importance de ne pas tous mettre nos œufs dans le même panier. Oui. C'est ça qui est le fun d'être nuancé. Moi, je prends conseil à toi. J'ai une excellente conseillère financière, Anne-Marie, avec qui je fais affaire, que mes placements sont variés. Fait que c'est ça aussi, là, c'est de se tenir informé. Puis malgré tout, Julien, je me trouve encore pas à s'informer. J'ai encore un rendez-vous. Je veux comprendre, mais c'est difficile, je trouve, quand c'est pas notre travail, de vraiment tout bien catégoriser, bien comprendre ce qui se passe, puis où notre argent va, justement. Oui. Puis juste pour te donner un exemple, souvent en situation de guerre, les gens ont peur, ils ont peur pour leur placement, mais ce sont des bonnes opportunités. Comme par exemple, en ce moment, il faut se demander comment la guerre est financée. On s'entend, les États-Unis, c'est l'un des pays qui est le plus endetté. C'est des déficits en déficit. Mais ce qu'on regarde historiquement, en fait, c'est que les situations de guerre, c'est le moment, donc, de faire l'expansion monétaire, donc d'injecter de l'argent dans l'économie. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement que les bourses vont se mettre à chuter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'argent qui est injecté, notamment par les banques centrales, qui vont se mettre à monétiser la dette souveraine. Parce que
de manière technique, comment un pays se finance pour la guerre, par exemple, Mhm. partir en guerre, c'est qu'elle va émettre des obligations. Donc, sur les marchés financiers, elle va émettre des titres qui sont de la dette, puis les investisseurs, donc, ils se présentent pour acheter cette dette-là, puis ils reçoivent de l'intérêt par mois par rapport à la dette qu'ils détiennent. Les investisseurs, c'est qui, là? Les investisseurs, ça peut être, c'est des investisseurs corporatifs, ça peut être n'importe qui. Quand vous avez un portefeuille qui est équilibré, puis dedans, vous avez un pourcentage d'actions et d'obligations, les fameuses obligations, la dette, c'est ça, les obligations. Donc, c'est que tu achètes la dette d'un pays. Donc, et souvent, mais les dettes sont catégorisées par les pays les plus sûrs. Donc, les pays comme les États-Unis, la Suisse et tout ça, c'est des pays cotés sûrs, donc une plus grosse cote. Et donc, c'est des pays qui vont avoir de la facilité à avoir des investisseurs. Mais ce qui arrive, c'est que dans des situations de même où il y a une friction au niveau des fonds, il n'y a peut-être pas autant d'investisseurs qui sont prêts à acheter la dette du pays. Alors, les banques centrales de ces pays-là, c'est elles-mêmes qui vont acheter la dette des gouvernements en imprimant de l'argent. Donc, c'est comme ça que tu viens faire une injection d'argent dans l'économie. Et pourquoi je le dis, c'est parce qu'une guerre comme celle-ci, on parle de milliards à chaque jour là, qui sont détruits, littéralement. C'est vraiment ça. Donc, les bombes qui sont détruites, mais ça vient d'une certaine manière restimuler l'économie. Même si c'est de la dette, même si c'est de la fausse argent, je peux dire, il faut finir par la repayer. Mais c'est cette injection-là qui explique pourquoi. Ça ne veut pas dire que nécessairement les bourses vont se mettre à chuter. Et que même, je pense que c'était en Israël, la bourse d'Israël avait explosé quand ils ont fait l'attaque d'Iran. C'est quand même paradoxal. Hein? Mais ça me fait penser, j'espère que tu vas avoir l'information parce que j'ai absolument juste 2 mots dans ma tête qui m'en reviennent. Il n'y a pas une guerre, justement, que ça a fait marcher des manufactures puis ça a remonté l'économie du pays, justement parce qu'il a fallu qu'ils fabriquent des affaires pour la guerre. Oui, ben, je pense qu'il y a la Deuxième Guerre mondiale, ça a hein? fait ça, oui. Puis même juste la guerre Russie-Ukraine, la Russie, mais ça a reparti l'économie. Hey, c'est grave. Même s'ils ont eu, des milliers, c'est pas des millions de morts et tout, mais ça a quand même reparti l'économie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'impact de cela, à long terme, tu as une inflation. Donc, parce que j'ai le mot en anglais, mais tu viens baisser tu as trop d'argent en circulation, mais ça fait qu'il y a une course pour les actifs. Puis ça, le consommateur moyen, c'est ce qui est difficile pour nous. C'est que, oui, on a notre salaire, mais on veut courir, on veut essayer d'accumuler des actifs. Parce que sinon, ça devient très difficile de préserver son pouvoir d'achat. C'est mais littéralement peu de ça. personnes arrivent, on entend souvent parler, les gens vivent de paye en paye. Fait que c'est sûr, quand l'inflation elle arrive, c'est... Écoute, j'ai pas de mots. Il faudra qu'on fasse du troc. Là. Je veux dire, il y en a qui... tu sais, l'épicerie, c'est quelque chose. Là. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour les gens. Il faut qu'ils restent investis. Tu comprends? Donc, que ce soit à la bourse, que ce soit dans différents fonds alternatifs, parce que il faut que tu sois exposé aux actifs. Vu que c'est eux, avec cette monnaie qui est dévaluée, mais c'est ces actifs-là qui vont prendre de la valeur à contre-courant, si je peux dire. Puis, par rapport à ça, est-ce que c'est plate à dire, mais c'est presque une bonne période pour les gens de dire, ben là, je pourrais peut-être acheter la crypto parce qu'elle n'est vraiment pas chère. Je ne peux pas donner conseil non, dessus. C'est ça. Hein? Je peux juste dire ce que nous, on voit, c'est que dans des situations de même, oui, il y a beaucoup plus d'achats que quand le Bitcoin était à 100 000, mais c'est aussi des investisseurs avisés. Donc, ce sont des gens qui, avant cela, ils s'informent beaucoup par rapport à ça, puis ils ont des visées à long terme. Mais oui, non, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement on ne voit pas de panique là, des gens qui sont en train, moi, je veux tout liquider, je pense que le Bitcoin va à zéro, loin de là. Ça fait quand même 16 ans que ça existe. Il y en a beaucoup qui s'amusent à dire ça. Là. Ça fait, oui. à chaque fois qu'il y a un petit scandale à ta dernière présence, ici, on a clarifié les choses. Puis j'ai encore vu les gens sur les réseaux sociaux. Le Bitcoin a été créé par Epstein. Non, il a été dans le financement, malheureusement, mais il a été dans le financement de tout, finalement. Là, c'est comme facile d'identifier. Avant ça a été la Russie, je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de méchant qui arrive, il associe ça au Bitcoin pour, on dirait, nuire, mais en réalité. Mais moi, j'ai fini par faire la paix avec ça. Ça a été parce que je suis informé et je sais cet actif-là, c'est quoi sa proposition de valeur. Mais oui, c'est au niveau médiatique, ça n'a pas bonne presse. Donc, en ce moment, c'est pas bien vu, les gens. Mais commençons à dire que ça a la bonne presse. C'est ça ma mentalité. Oui. C'est plus qu'on dit que ça a la bonne presse, plus qu'on va éliminer, puis on va amener la tangente vers ça. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais nous parler dans tous ces sujets-là?
Non, je pense qu'en ce moment, on a une abondance d'informations par rapport à ce qui se passe. C'est important que les gens s'informent, en restant positif aussi, là. Tu Je disais pense que dans simplement, ton... prenez rendez-vous avec votre conseiller financier, Ouais, je pense que oui. mais de vouloir retirer son argent, non, parce que si on regarde sur les échelons, tu sais, tu peux faire 20, 10, 15, perdre 30, refaire, tu sais, en bout de ligne, dans 5 ans, c'est là qu'il faut regarder à long terme. Il ne faut pas nécessairement regarder aux 6 mois ou aux 12 mois, sinon, ben, on ne fait pas de placement, là. Non, c'est ça. Donc, oui, beaucoup de gens vont dire Troisième Guerre mondiale, oh my God, c'est la fin des temps, mais non, il faut vraiment se reposer, regarder. Je viens de donner un peu d'informations de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a potentiellement des lueurs d'espoir parce que le prix du pétrole, donc les pays qui sont engagés là-dedans, leur population va se mettre à crier, aller dans les rues là, si le prix du pétrole continue à exploser. Et donc, selon moi, si les gens ont des questions au niveau de leurs finances, qui est voir leur conseiller financier à ce niveau-là, c'est très important. Puis ça va toujours c'est quoi c'est visé à long terme. Donc, c'est quoi votre vision à long terme, votre type de... Vous êtes qui comme type d'investisseur? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des investissements risqués ou etc.? Puis, Donc, comme tu mentionnais, les gens qui ont un portefeuille équilibré ne sont pas extrêmement touchés par ce qui se passe en ce moment, si tu m'avais bien dit hier. ouais, en fait, quand vous allez voir, là, je parle plus en mode général, Oui. il y a plusieurs, selon votre profil de risque, vous avez, généralement, quand on est jeune, on va nous suggérer d'avoir des portefeuilles qui sont une très grande proportion en actions, donc qui sont quand même assez risqués parce que c'est à long terme. Et puis, vous avez des portefeuilles équilibrés que vous allez avoir peut-être une meilleure pondération presque égale entre les actions et les obligations. Les obligations, c'est un autre type de placement, mais que quand tu as des périodes comme celle-ci, mais c'est les obligations qui vont bien faire, en fait. Puis après, tu as vraiment défensif. Donc là, c'est des gens qui ont peut-être moins d'actions, mais qui vont avoir beaucoup plus d'obligations et d'autres types d'investissements alternatifs. Donc, ça va de même au niveau du placement, mais ça, c'est vraiment les conseils financiers avec les gens qui vont être capables de leur faire leurs différents portefeuilles. Ça, ce sont des portefeuilles qui sont faits sur mesure pour les gens parce que la majorité des gens ne suivent pas à la lettre leurs investissements. Donc, J'aime mieux pas y regarder, je me sens mieux comme ça. Ça enlève un stress aussi exact. pour la plupart des gens. Mais oui, les gens qui ont leur portefeuille, ils savent sûrement dans leur tête, oui, c'est équilibré, mais en ce moment, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Comment qu'on peut te contacter? Parce que comme on peut voir, tu es un homme généreux qui est là pour aider les gens et pas nécessité. Tu n'es vraiment pas un vendeur. On va se le dire. Tu es un connaisseur qui partage sa passion. Puis ça fait des années, depuis 2013, que tu t'es vraiment 100% concentré à la crypto-monnaie, qu'on pourrait dire. Oui, donc j'ai cru là-dedans. C'est ma 4e entreprise, 2e entreprise dans le milieu du Bitcoin. Ouais. Alors, Julien Mboni de Valeo X, qui est maintenant rendu Adopto, on te rejoint comment pour te contacter, s'il te plaît? Donc, Valeo X, vous pouvez taper sur Google. Sinon, c'est valeo-x.com. Vous pouvez, donc, sur notre site web, vous nous écrivez, on est assez réactif à ce niveau-là. Si vous avez des questions en lien avec la crypto-monnaie. On rappelle, on ne peut pas donner de conseils. Nos licences ne nous les permettent pas. Donc, une entreprise 100% québécoise qui a pignon sur rue à Québec. Et donc, ça me fera plaisir de vous parler si vous avez des questions à ce niveau-là. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour Julien, vous pouvez m'écrire aussi sur les réseaux sociaux Priscilla Audet, sous les publications de mes émissions en podcast ou aussi en privé. Ça va me faire un grand plaisir de vous entendre. Alors, ça a été Julien Mboni de Valeo X, maintenant Adopto. De retour après la pause, je vais vous alléger avec une façon de comment passer à travers les situations anxiogènes. Et après ça, on va recevoir Sophie de SoComplice, qui est une comportementaliste qui fait de la communication animale.